Bonsoir, nous sommes le lundi 13 juin. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite par les titres de cette édition. À Montigny-le-Bretonneux, le chantier du futur EHPAD Corian a officiellement débuté. Ce midi, le maire de la ville, Michel Laugier, et le président du conseil départemental, Pierre Bédier, ont posé la première pierre du projet. Le nouveau centre de déminage interdépartemental de Versailles a été inauguré jeudi dernier. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est déplacé à Marly-le-Roi dans le plus grand secret pour l'occasion. Le centre sera en première ligne pour l'Euro puisqu'il intervient dans 11 départements. Et dans notre chronique culture ce soir, focus sur l'artiste saint-quentinois Nicolas Sanne. 3 de ses œuvres vont être installées au musée Soulages de Rodez. Un retour aux sources pour cet artiste originaire de cette région du Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Et pour commencer, une information politique à présent. Un 12e candidat s'est déclaré pour la primaire de la droite et du centre qui sera votée le 20 novembre 2016. C'est le député Les Républicains Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Il a annoncé lundi sa candidature à la primaire en vue de l'élection présidentielle de 2017 à laquelle il concourra directement s'il ne réunit pas les parrainages. C'est le 3e député des Yvelines à avoir officialisé sa candidature. Avant lui, Jean-Frédéric Poisson, député de la 10e circonscription, et Jacques Millard, député maire de Maisons-Laffitte. Nicolas Sarkozy n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. Et vendredi dernier, Serge Morvan, préfet des Yvelines, et plus de 300 pompiers du département étaient rassemblés à la préfecture dans le cadre de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Cette journée, c'est l'occasion de rendre hommage aux hommes qui ont créé les corps départementaux d'incendie et de secours, d'honorer les personnels méritants, mais aussi de rendre hommage aux décédés en service. 5 soldats du feu ont perdu la vie en service cette année. Je le rappelle, écoutez les précisions du colonel Patrick Sécardin. Il était au micro de William L. Cette année est une année où heureusement le nombre de victimes a été le plus bas à un niveau historique. C'est tout le travail de prévention que nous faisons depuis des années qui tend à faire diminuer effectivement les décès en service. Depuis effectivement de nombreux mois, le pays est en difficulté liée aux attentats, une prévention par rapport à l'Euro 2016, aux inondations, et nos services sont extrêmement sollicités, mais les personnels répondent toujours présents avec autant effectivement d'ardeur à défendre les valeurs de la République. Et je vous le disais en titre, alors que les problématiques de sécurité intérieure sont au cœur de l'actualité, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu jeudi dernier à Marly-le-Roi pour l'inauguration du nouveau centre de déminage interdépartemental de Versailles, un centre qui sera en première ligne durant toute la durée de l'Euro 2016 puisqu'il intervient sur 11 départements. Le ministre en a profité également pour annoncer l'augmentation des moyens financiers et matériels pour ses services. Écoutez les précisions de William L. Il est le plus ancien de France. Datant de 1947 et désormais rénové, le centre de déminage interdépartemental de Versailles, situé à Marly-le-Roi, a été inauguré par Bernard Cazeneuve jeudi dernier. Un centre qui sera en première ligne pendant l'Euro, puisque ses 46 agents agissent sur 11 départements. Notre mission principale, naturellement, c'est la lutte antiterroriste. On va s'assurer que tous ces endroits vont être sécurisés pleinement. Et ensuite, ce sera les interventions, comme on le fait tous les jours dans le cadre de la lutte antiterrorisme, sur les engins suspects découverts par les particuliers ou sur le réseau ferré. Après démonstration du matériel, le ministre a multiplié les annonces dans le cadre du projet Déminage 2020. 1 600 000 € seront consacrés d'ici à 2017 à la sécurisation des centres, 300 000 € pour la modernisation des systèmes d'information et 720 000 pour les équipements. J'ai également pris la décision de vous autoriser à porter une arme dans le cadre de vos missions. Comme vos collègues policiers, vous intervenez très souvent sur des situations complexes, dans des circonstances difficiles, souvent hostiles, et tout comme eux, vous pouvez être la cible de la haine et de la violence au simple motif que vous portez l'uniforme et que par là même vous incarnez la force publique, que vous incarnez l'état de droit.
Dans les mois à venir, 5 démineurs viendront renforcer les effectifs de ce centre et de nouveaux travaux sont programmés d'ici fin 2017. Les 320 agents répartis sur les 23 centres du territoire effectuent plus de 12 000 interventions en moyenne chaque année en France. Et prenons à présent la direction de Montigny-le-Bretonneux où le chantier du futur EHPAD Corian a officiellement débuté. Ce midi, le maire de la ville, Michel Laugier, et le président du conseil départemental, Pierre Bédier, ont posé la première pierre du projet. Alors, cet EHPAD est situé dans le parc de la Coudre, il est adossé au château et cette nouvelle résidence pour personnes âgées devrait voir le jour fin 2017 et Camille Lambert était sur place. Le château de la Coudre fait peau neuve. Ancien siège de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le bâtiment va être réhabilité en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un projet lancé par la ville de Montigny-le-Bretonneux. Ça fait 6 ans que je me bats sur ce dossier, avec des hauts et des bas. C'est pas toujours évident de réunir des partenaires, de répondre à un appel à projet, d'être retenu, de trouver les financeurs. C'est de grande satisfaction, mais il y a aussi un côté très très émouvant. Lundi 13 juin, le maire de la commune a posé la première pierre en compagnie du président du conseil départemental Pierre Bédier. Le futur établissement du groupe Corian accueillera 88 résidents. Des travaux commencés en avril avec la construction d'une extension, une nouvelle vie pour ce château du 19e siècle. À l'intérieur, on réaménage une partie des locaux administratifs et communs à l'établissement. Et dans la partie neuve seront construites les chambres et les salons, les unités Alzheimer notamment. Le nouvel EHPAD sera situé au cœur du parc de la Coudre, proche des commerces et du public. Les personnes âgées adorent les parcs, adorent les jardins. Et là, on a un environnement naturel. Nos résidents vont pouvoir aller se promener dans le parc et rencontrer d'autres personnes. Donc pour le maintien du lien social, c'est extrêmement important. Coût total des travaux, 8 millions d'euros. Le projet représente également la création de 51 emplois. L'ouverture est prévue pour fin 2017. Et pour le prochain reportage, nous restons dans le domaine de la santé. Le monde hospitalier était en grève. C'était vendredi dernier. Le personnel de plusieurs établissements de santé du département manifestait contre la loi santé proposée par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Ils protestaient contre la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, les GHT. Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro pour ce reportage. Ils se battent contre les GHT, groupements hospitaliers de territoire, qui seront installés au 1er juillet. Les personnels yvelinois manifestaient à l'appel des collectifs de défense des hôpitaux. Les usagers sont inquiets, c'est surtout quand on voit par exemple à Mantes où on a supprimé le service de cardiologie qui a été transféré en partie dans le secteur privé à Évêquemont et dans le secteur public sur Poissy. Le transport fait que quand on a des problèmes cardiologiques, l'urgence de proximité est une nécessité. Ces regroupements se feront sur 2 pôles, dans le nord du département et le sud. Les syndicats craignent un impact sur les conditions de travail et une disparition des services de proximité. Dans le cadre de l'économie de 3 milliards d'euros qui est envisagée, parce que le préalable de la mise en application de la loi Touraine, c'est de faire des économies sur l'hôpital public. 3 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 22 000 postes en France. Et sur Poissy-Saint-Germain-en-Laye, l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, c'est 150 postes donc, qui risquent de disparaître si on ne se mobilise pas. Il faut absolument se mobiliser pour garder nos postes de paramédicaux, c'est-à-dire les aides-soignants, les ouvriers qui travaillent pour l'hôpital et les infirmières qui seront impactés. Parti de la préfecture, le cortège est ensuite rendu à la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé. Les syndicats n'excluent pas une nouvelle mobilisation ce mardi. Et dans notre entretien, nous recevons aujourd'hui en plateau avec nous Aris Baudard. Bonsoir à vous, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Vous êtes le président d'Insertion Handicap Yvelines. Alors, Insertion Handicap Yvelines qui fête ses 20 ans. Cette année, vous agissez notamment pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. C'est un anniversaire important pour vous, je suppose, cette année. Alors, c'est un anniversaire important, c'est un anniversaire qui correspond aussi à une évolution législative en France. Les premières lois qui ont intégré la notion de prise en compte du handicap datent de 1975. En 1987, c'est la création du fonds des AGFIP,
auxquelles vont cotiser les grandes entreprises qui sont obligées d'avoir 6% de leur effectif comme reconnus comme travailleurs handicapés. Et en 1995, l'État décide de déléguer ces missions-là à des organismes privés. Et ça sera la création de IHY pour Insertion Handicapée Yvelines pour notre département. En 2005, la loi va évoluer et la fonction publique va aussi cotiser parce qu'elle est aussi amenée à avoir ces 6% d'handicapés dans leur personnel. Alors si on rappelle un petit peu vos missions, vous êtes là pour accompagner les personnes en situation de handicap, donc qui cherchent du travail, mais aussi les professionnels, le monde de l'entreprise. Voilà, alors notre mission de base, qui nous est confiée en délégation de service public par l'État, s'appelle donc Cap Emploi, Cap Emploi 78. Cap Emploi a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Donc ils ont été reçus par la Maison de l'Emploi et du Handicap, la MDPH. On leur a reconnu leur statut de handicapé. Et malheureusement, et en ce moment, je dirais particulièrement avec la crise qu'on connaît dans le monde économique, eh bien, des populations qui cumulent en plus de handicap sont particulièrement frappées. Elles sont frappées, elles sont en recherche de reconversion, en recherche d'emploi, et nous allons les accompagner dans tout ce parcours-là. Et bien sûr, pour pouvoir les placer, il faut aller à la rencontre des entreprises. Et c'est pour ça que depuis 1995, maintenant, IHY fait ce lien entre l'entreprise qui cherche de la compétence et des demandeurs d'emploi qui offrent de la compétence. Alors pour se rendre compte un petit peu de la problématique sur notre territoire, de combien de personnes vous vous occupez chaque année, combien de personnes vous accompagnez? Alors le volume est à monter depuis 2 ou 3 ans et aujourd'hui nous accompagnons environ 3500 demandeurs d'emploi sur une population totale qui est de 5800. Sur ces 3500, nous en accompagnons plus de 2000 après sur des parcours ciblés. Nous avons eu en 2015 des résultats tout à fait intéressants, forts, un engagement de l'équipe très important qui nous ont permis de faire 1232 placements. Des placements en contrat. Malheureusement, pas que des contrats en CDI, parce que la situation économique est celle que l'on connaît, des contrats donc en CDI, des contrats en CDD. Nous avons aussi ouvert 1324 parcours de formation. Il faut savoir que le handicap, on pense tout de suite à des handicaps lourds. Il n'y a pas que les handicaps lourds, justement. Voilà, on pense au fauteuil roulant, on pense à la malvoyance, les malentendants. Aujourd'hui, environ 48% des handicapés que nous recevons sont des gens qui ont un parcours professionnel qui a laissé des traces. C'est des difficultés pour porter des charges, difficultés pour de pouvoir rester debout. Et donc ces gens qui ont déjà une expérience professionnelle se retrouvent ne pouvant plus assumer leur fonction au sein de l'entreprise. Il faut les accompagner et donc pour les accompagner, il faut leur reproposer des formations, il faut les réorienter professionnellement. Et aujourd'hui, près de 50% donc des populations qu'on suit sont issues et sont donc des maladies qui sont arrivées au cours de la vie professionnelle et qui nécessitent un accompagnement particulier. Alors très concrètement, comment ça se passe quand ces personnes viennent vous voir? Est-ce que vous les orientez, vous les accompagnez, vous refaites peut-être leur CV avec elles, vous les orientez peut-être vers des entreprises qui seraient à même d'apprécier leurs compétences? Voilà, alors déjà, elles viennent nous voir quand elles ont rencontré la NDPH, ils ont connu, elles ont rencontré le Pôle emploi, et le Pôle emploi, sur cette population particulière, nous oriente ces populations parce que notre équipe, qui est composée de 27 collaborateurs, est très forte de conseillers et de conseillères surtout, parce que majoritairement ce sont des conseillères, qui ont à la fois la connaissance du monde du handicap et qui ont cette relation avec l'entreprise privilégiée. Et donc on va essayer de refaire un nouveau parcours, accompagner dans un nouveau parcours, ça veut dire définir le projet professionnel, voir les formations dont on a besoin, aller l'accompagner vers l'entreprise, voir aussi comment cette personne, compte tenu de son handicap, peut réaliser la mission qu'on lui confie. Vous voyez, donc c'est vraiment un parcours, et quand je dis qu'il y a 1600 personnes qui sont accompagnées, elles sont vraiment accompagnées par nos conseillères. Le département des Yvelines, est-ce qu'il fait bonne figure, un bon exemple justement par rapport aux autres départements d'Île-de-France? Est-ce que c'est un département où finalement les personnes en situation de handicap trouvent facilement un emploi, sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises sur notre territoire?
Alors, et on a un tissu d'entreprise qui est très riche sur les départements des Yvelines. On pense bien sûr aux grandes entreprises. N'oublions pas que la caractéristique du tissu économique, c'est d'abord des PME, très majoritairement. Et donc, nous essayons de les accompagner. Et ça, c'est aussi une chose qu'il faut souligner, parce qu'on parle de cette loi du handicap en disant, ben voilà, les entreprises de plus de 20 salariés se doivent d'avoir au moins 6%. Donc on peut penser que c'est dans les entreprises de plus de 20 salariés que nous faisons le maximum de placements. Eh bien, paradoxalement, environ 40% des placements que nous faisons, nous les faisons au sein de PME. Alors pourquoi elles n'ont pas l'obligation? Bon, parce qu'il y a certainement une démarche civique de la part de ces chefs d'entreprise de PME, PMI, aidés par forcément des aides. On a des contrats aidés, on a toute une batterie, je dirais, d'aides dont on va faire bénéficier à l'entreprise. Mais voilà, on est aussi, et c'est pour ça, c'est un appel en même temps, mesdames, messieurs, les chefs d'entreprise de PME, vous pouvez trouver des compétences au sein de nos populations de demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Mais justement, en 20 ans d'expérience, votre analyse, vous sentez que les mentalités ont évolué, que justement il y a peut-être moins de tabous à prendre une personne en situation de handicap, que c'est moins mal vu dans le monde du travail, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés, parfois qui sont faux, et que les gens pensent et n'osent pas aller vers ces demandeurs d'emploi? Oui, je pense qu'il y a une évolution favorable. Je pense qu'il y a une évolution favorable par rapport à ces actions que l'on mène. Alors, le Cap Emploi 78, bien sûr, pour nous, mais le Cap Emploi de tous les départements. Je pense aussi que les communications au travers du sport, que maintenant on arrive à montrer le handicap et la performance des handicapés, a amené un autre regard. Mais je crois quand même qu'il y a encore beaucoup de travail. Et pas tant, et c'est souvent ça qui est difficile, c'est pas tant au niveau, je dirais, du dirigeant d'entreprise, mais on a une crainte naturelle par méconnaissance. Et souvent, des collègues, quand on leur dit, tiens, on va recruter une personne, elle est handicapée, et ça pose des tas de questions. Ce qui veut dire qu'on accompagne aussi les gens. Il faut préparer les gens à accueillir un collègue qui va être handicapé. Est-ce qu'en 20 ans, justement, vos missions ont évolué? Peut-être il y a plus de l'accompagnement en amont? Alors là, on a une chose qu'on observe, et donc c'est une deuxième mission. IHY est l'association. Cette association, on lui confie 2 missions. Cap Emploi, donc on en a parlé, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et le SAMET. Alors le SAMET, c'est le service d'aide au maintien en emploi des travailleurs handicapés. Nous avons depuis 3-4 ans cette mission qui nous est confiée, et donc là on a vraiment formé des collaboratrices, et spécialement sur ce type d'accompagnement, avec des ergonomes, avec des psychothérapeutes et tout. Et l'idée, c'est des personnes qui constatent une dégradation de leurs conditions physiques qui est de nature à les amener à ne pas pouvoir accomplir la mission. En amont, comment on peut prévenir ce risque de licenciement, ce risque de rupture de contrat. Alors là, on va accompagner directement dans l'entreprise, à la demande du chef d'entreprise ou à la demande du salarié. C'est-à-dire, voilà, cette personne, manifestement, dans les mois à venir, ne pourra plus accomplir les missions qu'on lui confie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on trouve les bonnes solutions? Cette année, l'année 2015 qui est passée, ce sont près de 220 personnes qu'on a accompagnées. Alors, personne, c'est le couple entre employé-employeur. Et nous avons obtenu 94% de résultats favorables. C'est-à-dire que 9 personnes sur 10 ont pu conserver leur emploi dans l'entreprise grâce à l'intervention et, je dirais, ce travail collaboratif. C'est une mission que vous faites depuis 3 ans. Merci beaucoup, Harry Sebaudard, d'être venu sur notre plateau et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, si vous voulez plus d'informations sur IHY Insertion Handicap Yvelines, voilà, le numéro s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à les contacter. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout autre sujet, nous allons revenir à présent sur les inondations. De nombreuses communes des Yvelines ont été fortement impactées par les inondations de la semaine dernière. À Rambouillet, c'est le quartier du Grousset qui a été particulièrement touché. Dans ce quartier d'environ 300 personnes, les habitants font depuis vendredi dernier du nettoyage et nettoient leurs habitations, mais ils font également le bilan de leurs pertes. William L. et Patrick Jacques du Dismude pour ce sujet. Ouais, mais t'arrives avec un carton, vas-y. Oh là là, tout est trempé, regardez ça. Attention, ça va. Regardez si c'est pas trempé. Après la décrue dans le quartier du Grousset de Rambouillet, les riverains font l'état des lieux. Dans ce garage, Ginette entreposait tout son matériel pour les brocantes, des objets qu'elle est obligée aujourd'hui de jeter.
Notre vide-grenier, c'était notre gagne-pain. Hein, on faisait des vides-greniers, on faisait quand même de bons vides-greniers, on travaillait bien, on allait de droite à gauche, on vendait bien. Là, on peut dire, on jette tout. Aucun objet dit de valeur ou d'électroménager, il est donc difficile de chiffrer le montant pour les assurances. Une perte sèche pour cette retraitée qui n'a pas pris la peine de les contacter pour éviter l'attente d'un expert et sauver ce qu'elle pouvait conserver. Pour certains habitants du rez-de-chaussée de la rue de la Motte, c'est leur appartement entier qui a été envahi par les eaux. Je n'étais pas assurée pour la maison, donc voilà, je perds tout. C'est le CCAS qui m'a relogée à partir de vendredi dans une chambre d'hiver, en fait. Ce qu'ils appellent une chambre d'hiver qui reloge, qui héberge les sans-abri pendant l'hiver. Officialisé ce jeudi au journal officiel, l'état de catastrophe naturelle devrait accélérer les démarches d'indemnisation pour les assurés. J'ai téléphoné à mon assureur qui a fait appel après un expert dès le mercredi matin en fait. Et mon assureur est passé hier après-midi. Donc voilà, tout s'est bien passé. On nous demande des factures. Après, évidemment, on ne garde pas tous nos factures. C'est très rare même. Et du coup, on donne la date, le montant estimé et puis une facture si on a, sinon, non. Sans facture, des photos devraient suffire aux assureurs grâce à l'état de catastrophe naturelle. Sur l'ensemble de la commune, c'est environ 300 dossiers que la mairie accompagne dans les démarches administratives. Et toujours à Rambouillet, le centre de la Croix-Rouge qui est situé dans le quartier du Grousset a été entièrement inondé la semaine dernière, comme vous le voyez sur ces images. Pour son président, le montant des dégâts est estimé à environ 15 000 €, des dégâts qui vont bien sûr impacter la vie du centre. Tous les défibrillateurs ont été détruits et le seul véhicule de l'association est devenu inutilisable, empêchant ainsi les maraudes de l'antenne de la commune. Écoutez. Alors là, regardez l'eau jusqu'où elle est montée. Elle est montée là. Hein. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire un tel ménage magnifique. Ils ont tout nettoyé, la boue, ils pataugeaient dans la boue, il y avait comme ça. Hein. Et puis le lendemain, ils recommençaient. Vous n'ignorez pas que la quête de la Croix-Rouge vient de se terminer. On voulait mettre cet argent, comme on le fait d'habitude, dans nos fonds sociaux afin de dépanner les gens qui en ont besoin, comme on vous l'a expliqué. Mais là, c'est nous qui allons en avoir besoin, on va acheter une voiture, et très vite. Il est temps à présent de passer à notre chronique. Comme chaque lundi, nous ouvrons une page culture avec Sephora Namani. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de l'œuvre de Nicolas Sen, qui est bien connu sur notre territoire. Qui est parti rejoindre le musée Soulages de Rodez pour cet été. Tout à fait. Alors Nicolas Sen, artiste sculpteur, bien ancré, vous l'avez dit, sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. On connaît aussi bien ses œuvres sur les villes de La Verrière que de Trappes. Son atelier est installé à Elancourt depuis 1997 et on le reconnaît bien à sa touche personnelle, sa géométrie incidente, comme il l'appelle. Il nous explique ce que c'est. C'est un processus d'analyse de forme, de prise de temps, de réflexion, de voir un peu comment les choses s'articulent. C'est des processus de travail qui amènent d'une phase à une autre, et donc d'une technique à une autre. Et puis cette observation d'une forme de logiciel, ensuite d'extraire des lignes, ensuite de voir comment elles sont. Et on sait tous que des lignes sont faites, sont une juxtaposition de points. Et là, le matériau a imposé une autre forme, une autre conception de la mise de la ligne en elle-même. Alors vous l'avez compris, il est donc question de sculpture en métal, réalisée à partir de la même base, de la même ligne, étirée, agrandie, déformée à leur maximum. L'artiste s'y assemble toutes ces lignes de métal, travaille sur les tensions, les notions d'équilibre et de déséquilibre. Pour sa dernière création, d'ailleurs, Nicolas Sen a travaillé avec une équipe d'ingénieurs pour l'étude des points de rupture et des contraintes techniques de l'acier, afin de livrer une œuvre monumentale. La sculpture pour Nicolas Sen, c'est l'art de déjouer et repousser les limites. Alors c'est bien l'œuvre assez spectaculaire, assez grande, qui est partie rejoindre le musée Soulages de Rodez. Effectivement, cette œuvre est l'une des 3 à rejoindre le jardin du musée Soulages et elle a été conçue en hommage à Pierre Soulages, grand inspirateur de Nicolas Sen. 5 mois de travail ont fallu pour réaliser cette œuvre monumentale de 4 mètres de haut, 7 mètres de long, 4 mètres de large, une très grande pièce donc de 3,5 tonnes. Et pour quelle occasion donc cette pièce fait le voyage jusqu'à Rodez? Alors le musée Soulages de Rodez se donne une nouvelle dynamique en faisant tous les 2 ans des expositions de sculptures contemporaines dans le jardin du musée. C'est une volonté de Pierre Soulages. L'exposition commence demain et se poursuit jusqu'au 16 octobre. Une très belle opportunité pour Nicolas Sen.
L'idée générale, c'est de faire une belle expo, de la faire dans un beau lieu, un lieu qui est porté. C'est une très très belle vitrine parce que durant cet été, au musée, il y a l'exposition aussi Picasso. Donc ça va être extrêmement médiatisé, vu. C'est l'occasion pour moi pour que le public, un grand public découvre mon travail. Et c'est l'institution muséale qui m'invite pour faire cette exposition. Alors Nicolas Sanne parlait de l'exposition Picasso qui va être présentée à l'intérieur du musée jusqu'au 25 septembre, en parallèle donc de l'exposition extérieure des sculptures. Et puis l'exposition est également importante pour l'artiste car, rappelons-le, Nicolas Sanne est un enfant du pays, né à Rodez en 1965 et a fait ses études aux Beaux-Arts de Perpignan. C'est donc un retour aux sources. C'est ça. Merci beaucoup Sephora. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de kiosque. Faites-nous un petit teasing de quoi sera-t-il question. Alors, on va aborder la 25e édition de la nuit de l'opéra qui aura lieu à Buc. Et puis, on va continuer notre petit tour d'horizon sur les différentes programmations qui nous attendent sur les salles du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la rentrée prochaine. Merci beaucoup Sephora. Nous suivrons ça avec intérêt. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez avec nous car tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport. Il sera certainement question de l'Euro 2016. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.